Allons au tout début de la Chartreuse de Parme pour bien saisir de quoi il s'agit dans ce livre. Le roman commence à Milan en 1796 par les confidences finalement d'un lieutenant français dénommé Robert, dont Stendhal laisse entendre qu'il est le père véritable du jeune Fabrice del Dongo, en lieu et place du marquis del Dongo, qui lui est un réactionnaire pathétique, partisan de l'Autriche, et contraint d'accueillir les soldats qui arrivent en vainqueur, les soldats de l'armée napoléonienne qui arrivent en vainqueur à Milan. Gérald Rano. Oui. Cette page est une page, effectivement, vous savez que Balzac lui reprochait les longueurs de la première partie, il a dit... il répond à Balzac. Il fallait enlever les 80 premières pages. Voilà. Oui. Et en substance, il répond, je peux pas enlever ça. C'est pas possible, j'y arrive pas, c'est bon. Alors, on a toujours dit que, c'était toute sa jeunesse qui disparaissait s'il supprimait ces pages. Donc, on a cherché une raison sentimentale. Je crois qu'il y a une raison littéraire, beaucoup plus littéraire et, je dirais presque philosophique, même si vous voulez. C'est-à-dire que ces 50 premières pages sont absolument constitutives du roman. Le roman raconte une histoire, qui est l'histoire, bien sûr, on en fait, nous, l'histoire de Fabrice et de Clélia, et c'est beaucoup plus large. C'est l'histoire, j'ai commis un petit article là-dessus, j'ai appelé le roman du bonheur. La Chartreuse de Parme, c'est le roman du bonheur, en ce sens que c'est le roman qui raconte la naissance et la mort du bonheur au XIXe siècle. Vous savez que Stendhal avait une conception très pessimiste du XIXe siècle. Oui, bien sûr. Il n'en aimait ni le positivisme, voilà. ni les options politiques. Voilà, là, il était presque pré-schopenhauérien. C'est-à-dire que le XIXe siècle est une monstruosité. Enfin, c'est quelque chose d'affreux. C'est une création humaine absolument lamentable. Bon, mais il explique ça. La Chartreuse de Parme raconte finalement une période de l'histoire que Stendhal transforme finalement en roman mythologique du bonheur. L'arrivée de la Révolution française en Italie, dans cette terre qu'il appelle lui-même ce morceau de ciel tombé sur la terre, l'arrivée de la Révolution en Italie, finalement, réalise l'idéal extrême de la Révolution. Cet idéal extrême que les constituants de 93 avaient eux-mêmes inscrit, vous vous rappelez l'article 1 de la Constitution de 93, qu'on oublie trop, le but de la société est le bonheur commun. La constitution suivante a évidemment balayé tout ça, mais c'est fabuleux de se rappeler que cette constitution de 93, qui conduira à la terreur, a écrit quand même cette phrase qui explique qui justifie d'ailleurs la fameuse phrase de Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est vraiment, à la limite, le but de la révolution, le but politique, le but social, le but historique. Bon. Et Stendhal, selon vous, s'inscrit dans cette tradition historique. Hein. C'est un enfant de 93. Ah, tout à fait. C'est un enfant de 93. Mais pourtant, Stendhal aime l'empereur. Hein. Il aime le consul. Ah, il aime l'empereur aussi. Il n'aime pas que Bonaparte. Hein. Non. Il aime Bonaparte, il n'aime pas Napoléon. Quand il raconte dans son journal, il est à Paris et il assiste au cortège du sacre de Napoléon, le 2 décembre 1804. Oui. Il note dans son journal qu'il a vu passer « J'ai vu l'imposture couronner la tyrannie ». C'est quand même... bon. Il a admiré le personnage Bonaparte, il a servi l'empereur, mais... Au fond de lui-même, il n'y a qu'un personnage qui vaille, c'est le général triomphant des armées consulaires. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. 8 jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes de sa majesté impériale et royale. C'était du moins ce que leur répétait 3 fois la semaine un petit journal grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Ce sont les premières lignes de la Chartreuse de Parme, et d'une certaine manière dans ce roman qu'il écrit au jour le jour, dont il ne sait pas la veille où il ira le lendemain, tout est dit, non? On peut le dire comme ça, Gérald Rano. Oui, tout est dit, parce que c'est ça l'essentiel, c'est cette explosion de joie dans le plus heureux des peuples, au fond. Encore une fois, ce qu'on voit, comme chez Madame de Rênal tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est un réveil. Bon. Le bonheur, au fond, c'est ça, chez Stendhal. C'est, par rapport à la condition humaine habituelle, qu'il caractérise par un mot pré-baudelairien, d'ailleurs admirable, c'était d'ailleurs le titre du chapitre de la rencontre de Madame de Rênal et de Julien, l'ennui. Bon, cet ennui dont il hérite de Madame du Deffand, de la notion de spleen, etc. Bon, 18e. L'ennui, c'est
c'est cette espèce d'absence de sensation. Il n'y a rien. Bon, c'est le vide. Or, la vie, malheureusement, un trois quarts du temps, c'est l'ennui, c'est Madame Del Dongo avant l'arrivée de Robert. Hein. Voilà, c'est Madame de Rênal avant l'arrivée de Julien. Bon, l'ennui, c'est ce vide de l'existence qui est tout d'un coup réveillé par l'arrivée d'un personnage. Et alors, chose intéressante, parce que c'est très construit chez Stendhal, il expliquait que c'est les fameuses épigraphes avaient un sens. Bon, sous le titre L'ennui, qu'est-ce qu'il met? Il met un épigraphe très curieux. Non so più cosa son, cosa faccio. Ça, c'est le début, donc c'est le début du chapitre intitulé L'ennui, chapitre 6 du Rouge et le Noir. Hein. Voilà, juste avant la phrase « avec la vivacité et la grâce », c'est juste au-dessus, c'est-à-dire que l'ennui est réveillé par qui? Par le chérubin de Mozart. Voilà. Julien Sorel. Voilà, Julien Sorel, c'est le chérubin de Mozart. Bon. Et c'est même pas le chérubin de Beaumarchais, c'est le chérubin de Mozart. Il cite le texte de Da Ponte et non pas celui de Beaumarchais. Donc, c'est ça le bonheur. C'est dans une vie, tout d'un coup, le réveil a lieu, une sorte de réveil absolument prodigieux, éblouissant, hypnotisant, mais comme vous dites, l'essentiel, c'est de le faire perdurer. Alors là, on peut le faire perdurer, il y a des tas de possibilités. Il y a la rêverie et la mémoire. Il y a la rêverie et la mémoire, il y a l'action aussi, Gérald Rano. Après tout, Fabrice Del Dongo est un jeune homme d'action. Alors il se trompe de combat, il ne sait pas trop ce qu'il voit. Je pense à l'épisode fameux, évidemment, où il est à Waterloo et où il se dit qu'il va vivre quelque chose de formidable et il n'y comprend rien en réalité. Tout à fait. Mais il y a aussi l'action finalement comme remède à l'ennui chez Stendhal. Del Dongo tue, il demande à être enfermé, il se bat, il se défend, il se rend quelque part, il se trompe, il s'égare, enfin il agit. Oui, il agit, mais il agit au fond parce que là aussi, dans un sens, c'est une façon d'aller à la chasse du bonheur, si vous voulez, pour revenir. Bon, le bonheur, ou bien c'est un bonheur, ou bien le monde est heureux, et c'est la fonction des gouvernements, des bons gouvernements, etc. Le monde doit être heureux. Il reprend ça aussi chez Helvétius. Là, une bonne législation est une bonne législation qui trouvera le moyen de moraliser les hommes pour rendre tout le monde heureux. C'est le but d'une bonne législation. Bon, mais malheureusement, ça n'arrive pas. Quand cette législation n'a pas lieu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est à l'individu d'assurer son bonheur. Bon, et de l'assurer à ce moment-là par tous les moyens disponibles qui lui sont. C'est ce que vous appelez l'action. Ça peut être partir dans une chose absurde comme Waterloo. Ça peut être aussi instinctivement, confusément et inconsciemment réaliser ce geste fou qui consiste à tirer 2 balles de revolver sur une femme. Ça, c'est Julien Sorel qui tire sur Madame de Rênal. Non pas pour la blesser, mais finalement pour se libérer et finalement se découvrir. Julien Sorel, où est-ce qu'il apparaît? Le vrai Julien Sorel apparaît là où Madame de Rênal le retrouve, d'ailleurs, c'est dans la prison. Et on retrouve là aussi la fameuse prison heureuse qu'on trouve dans la Chartreuse de Parme. C'est-à-dire dans la prison, l'individu s'est retrouvé lui-même, s'est réveillé. Et il y a cette phrase aussi dont on revient tout à l'heure, la phrase que Stendhal dédie à Julien Sorel au pied de l'échafaud, jamais cette tête n'avait été si poétique qu'au moment de tomber. C'est pas magnifique, ça? Magnifique. Merci Gérald Rano.